Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Chicago, évidemment, en 1929, en pleine prohibition donc, mais avant la Grande Dépression, puisque le krach boursier aura lieu en octobre et que nous ne sommes qu'en février. Nous sommes exactement le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Une agitation un peu inquiétante anime le garage SMS Cartage Company. On est au 2122 North Clark Street et ce garage, disons-le, est une sorte de repère pour le gang du Nord. La veille, donc le 13 février, le chef des malfrats irlandais, qui s'appelle George Bugs Moran, on l'appelle Moran Lebranc, donc, a annoncé à ses hommes qu'il avait réussi à détourner toute une cargaison de whisky qui, au départ, était destinée à son rival. Et son rival, c'est Scarface, autrement dit, le terrible Capone. On lui a proposé un prix au téléphone, il a trouvé que c'était convenable, affaire conclue, et le camion maintenant est attendu pour le lendemain, donc dans ce fameux garage. Les Irlandais ne seront pas trop pour récupérer cette marchandise à l'époque tellement valorisée. Pourquoi il y a cette agitation North Clark Street, lendemain matin, 14, à 10h du matin, le thermomètre affiche 8 degrés en dessous de zéro. La neige tombe sur Chicago, ça engourdit toute la ville. Vous savez, la neige peut vraiment devenir très paralysante dans ces grandes villes de l'Amérique du Nord. Il y a cette lumière blafarde que les rares lampes arrivent à percer avec des flocons qui tombent drus. Et au fond du garage, 7 hommes du gang du Nord qui sont là, qui sont prêts, qui attendent la fameuse cargaison. Sauf que ce n'est pas un camion qui se présente à 10h20, mais une Cadillac tout à fait similaire à celle qu'utilise la police de Chicago. La Cadillac se gare devant l'entrepôt, 5 hommes en descendent, dont 3 en uniforme, ils ont l'arme au poing, et voilà qui sont presque en train de courir en direction du bâtiment et qui crient « haut les mains !» Et les Irlandais se disent voilà, on a été le tuyau a été percé, on a été dénoncé. C'est pas la peine de protester. Avec la police, on finit toujours par s'arranger à Chicago à la fin des années 20. Alignez-vous au fond, le visage face au mur. Les 7 malfrats obtempèrent. Ils n'ont pas remarqué quand même qu'il y avait ces 2 civils qui accompagnaient les prétendus policiers. Je dis bien prétendus policiers. Le premier ouvre le feu. Il a une mitraillette Thompson. Il va cribler de balles les 7 gangsters quasiment à bout portant. C'est une tuerie sans nom. Les hommes s'effondrent dans une mare de sang. Le deuxième civil s'approche avec un fusil au canoncier et à chacun il va délivrer le coup de grâce. Vous voyez tout le sang sur le mur. Les détonations ont évidemment alerté le voisinage, ont ameuté des badauds devant l'entrée du garage. Wow. Il en faudrait davantage pour impressionner les malfaiteurs déguisés en policiers. Pour sortir, il leur suffit de pointer leur revolver sur leur complice en tenue civile. Et du coup, la foule considère que les malfrats ont été arrêtés. Et on va même jusqu'à les applaudir. Les autres ont les mains en l'air, bien sûr. Les 5 hommes s'engouffrent dans la Cadillac. Les curieux qui sifflent de joie sont bien loin d'imaginer qu'ils viennent de laisser filer le plus dangereux truand de Chicago. Le fameux Joe la pétoire, et tous ces truands sont à la solde de celui qui évidemment fait régner la terreur sur Chicago et depuis si longtemps, et qui s'appelle Al Capone. C'est 1h30 plus tard seulement que le camion attendu, qui avait été complètement retardé par la neige, par les congères, que le camion finit par se présenter au garage. Il entre sous le porche. Et un instant plus tard, le chauffeur ressort affolé, visiblement choqué. « C'est plein de morts là-dedans », dit-il à des passants qui ne comprennent même pas de quoi il parle. Et lorsque la police, mais cette fois la vraie police, va arriver sur les lieux, ce sera bien sûr pour découvrir le carnage. Cette fois, les truands ont dépassé les bornes. L'opinion publique est complètement révulsée à la vue des photos publiées à la une du Chicago Daily News. Cette fois, les citoyens américains se disent quand même qu'on est sans doute allé un peu trop loin et qu'il n'est pas normal qu'on ait laissé les choses dégénérer à ce point. Ce massacre de la Saint-Valentin,
c'est la presse qui va le surnommer ainsi, le massacre de la Saint-Valentin, eh bien, on peut dire que cet événement sanglant va entrer dans l'histoire un peu comme une tache sur les années folles. C'est la journée noire ou la journée rouge de Chicago, et pour le célèbre Al Capone, qui jusqu'ici était relativement populaire, ou en tout cas faisait quasiment partie du paysage. Pour Al Capone, on peut dire que ce massacre de la Saint-Valentin va marquer le début de la fin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout est né au départ de la célèbre loi qu'on appelle la loi de la prohibition, vous savez, qui interdisait la production, le transport, la vente des boissons alcoolisées dans les années 1920. Pourquoi est-ce qu'on avait pris cette loi? Le but était évidemment de donner satisfaction aux ligues de vertu, à tout ce puritanisme de l'Amérique qui considérait l'alcool comme un véritable fléau et comme le début de l'effondrement de la société. Donc on avait réussi à faire admettre aux plus hautes instances du pays qu'il fallait totalement éradiquer la consommation de l'alcool. Et depuis le 1er janvier 1920, eh bien, cette législation était en vigueur et elle permettait aux gangs de multiplier leurs bénéfices de façon exponentielle, avec pas beaucoup de risques, disons-le. Au bout de 8 années de prohibition en 1928, le prix du quart de bière a augmenté par rapport au début de la loi sur la prohibition de 600%. Ça vous donne une idée. Al Capone a connu une progression qui était directement indexée évidemment sur ses prix. Il faut que je vous dise qui il est, ce Al Capone qui avait connu une jeunesse tumultueuse dans le sillage de la pègre italienne. Il a été balafré pour avoir insulté la sœur d'un mafieux à l'entrée d'une boîte de nuit. Ça lui a fait cette espèce de cicatrice au visage qui lui a donné le surnom de Scarface. Par la suite, son mariage et la naissance de son fils l'ont amené vers un destin qu'on pourrait qualifier quasiment de classique. Il s'est installé à New York, il a été comptable dans une entreprise de construction, et puis en 1920, c'est la mort de son père qui l'a ramené à Chicago. Il a 21 ans à l'époque, et il se dit que grâce à cette loi qui vient de prohiber l'alcool, il y a peut-être un moyen de se faire une place dans le milieu. Il est tout à fait en bas de l'échelle à l'époque, c'est un simple rabatteur de maison close. Seulement, il va pas tarder à grimper les échelons pour devenir le bras droit d'un chef de clan qui s'appelle Johnny Torrio. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la série Boardwalk Empire de Martin Scorsese, mais on voit très bien le parcours de Capone, d'Al, pour Alphonse, d'Al dans l'ombre de Torrio, qui a décidé de se replier à New York. Al Capone, à ce moment-là, s'est dit qu'il avait un boulevard devant lui à Chicago. Il faut dire que l'opinion à l'époque est relativement favorable à ces voyous qui procurent de l'alcool, tout simplement. Ils sont considérés un peu comme un rempart contre ce gouvernement tatillon, puritain. J'enfreins la prohibition, c'est vrai, dit Al Capone un jour qu'un journaliste lui pose la question, mais qui n'en ferait pas autant? Entre celui qui boit un cocktail avant de dîner et plusieurs verres de whisky avant de se coucher, et moi, il n'y a qu'une différence. Je cours plus de risques que lui, mais il vole la loi autant que moi. Vous imaginez le succès de ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Il faut vous dire que Al Capone est assez prodigue en interview. Il a le sens de la formule. D'ailleurs, un jour, il va s'acheter son propre organe de presse. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bref, il devient assez vite, j'allais dire la coqueluche de l'opinion. C'est peut-être un peu exagéré, mais disons que le public aime bien s'intéresser à cette face interlope de Chicago, et on a une certaine sympathie pour cet homme iconoclaste qui se présente en quelque sorte comme un autre genre de self-made man à l'américaine. À la fin des années 20, il fait déjà l'objet de 7 livres. Or, dites-vous que tous ces livres ont été des best-sellers. Alors, c'est vrai que les bourgeois de Chicago n'iraient pas jusqu'à aller trinquer avec le balafré, bien entendu. Mais, quelque part, ils lui savent gré de garnir de whisky les tables des dancing. N'oubliez pas qu'on est dans les années folles, que l'on essaie constamment de faire la fête, et que c'est mieux de faire la fête quand on a un peu d'alcool, évidemment, dans son verre. Les cabarets font recette, le whisky coule à flot, les mœurs se débrident, et pour Capone, les affaires fonctionnent, disons-le,
à plein régime, ce qui va lui permettre de faire sa place de plus en plus. Je vous ai dit qu'il avait commencé tout à fait au bas de l'échelle, mais maintenant, il a grignoté des pans entiers du pouvoir de la pègre. Le balafré va bientôt contrôler des dizaines de maisons closes, plus de 300 bars et tripots, dont certains lui rapportent plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Vous imaginez la fortune colossale qu'il est en train de constituer, ce qui aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, est toujours regardé d'un œil assez favorable. Et tout ça avec... sinon la complicité, disons, la relative passivité de la police locale, qui a été, disons, en partie achetée. L'empire de Capone est au zénith, avec un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars annuels. 120 millions de dollars de l'époque. On peut dire qu'à 30 ans, Al Capone est désormais un des grands parrains du crime organisé, pas seulement à Chicago. Personne à l'époque n'oserait seulement lui résister. Vous écoutez Radio Classique. Quelques jours après le massacre de la Saint-Valentin, le massacre c'était donc bien sûr le 14 février 29, là on est le 4 mars, un nouveau président entre à la Maison-Blanche et c'est Herbert Hoover. À ne pas confondre évidemment avec John Edgar Hoover, le fondateur du FBI, même s'il y a un lien entre les deux. Herbert Hoover est un homme extrêmement conservateur, qui n'aime pas le désordre, et il se trouve qu'un journaliste lui demande, le jour même de son entrée à la Maison-Blanche, à quoi il a pensé le matin en se rasant. La question ensuite fera Flores. Et le président des États-Unis répond: j'ai pensé à Al Capone. Et c'est pas seulement une formule, puisqu'un véritable plan de bataille est mis en place par les autorités fédérales pour contrer les gangs de malfrats qui prolifèrent à cette époque du fait de la prohibition. Et il y a urgence. Les industriels de Chicago s'inquiètent pour leur ville, dont la réputation est devenue épouvantable. Ils se sont plaints au président nouvellement élu. Ils ont décrit leur cité comme un véritable coupe-gorge aux mains de tueurs hostiles à tout développement économique. Or, aux yeux du plus grand nombre, cette tuerie du 14 février, c'est le coup de trop. Et la nouvelle administration, avec la police fédérale d'ailleurs, va élaborer un plan tout simple pour abattre cette gigantesque pieuvre. Il faut frapper à la tête et donc il faut viser Al Capone. Et comme les crimes de Capone sont difficiles à prouver, les témoins à charge sont impossibles à dénicher, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Eh bien, on va se concentrer sur un autre aspect de son activité, sur les trafics frauduleux qui peuvent être effectués sous son nom. Et pour mener à bien cette tâche de salubrité publique, le gouvernement s'est tourné vers un jeune agent fédéral bien connu pour sa probité, pour son courage, qu'on dit incorruptible, et vous avez compris que c'est le moment de faire entrer en scène Monsieur Eliot Ness. Alors lui aussi est un enfant de Chicago, Eliot Ness. Il est né le 19 avril 1903, ce qui fait de lui le cadet de Capone de 2 ans. Lui aussi est fils d'immigrés, mais pas italien bien sûr, norvégien. C'est à eux qu'il doit son physique plus qu'avantageux. Encore une différence avec l'homme qu'il aura pour mission de faire tomber, parce qu'on peut pas dire que le physique d'Al Capone soit très favorable. Eliot a réalisé un parcours scolaire tout à fait honorable, qui l'a conduit à l'université de Chicago, où il a décroché un diplôme de droit et d'économie. Mais après un premier travail dans une compagnie de crédit, il a trouvé que tout ça était un peu ennuyeux. Vous voyez qu'il y a quand même un parallélisme assez extraordinaire entre les parcours d'un côté de Ness et de l'autre de Capone. Évidemment que Jean-Félix Lalanne a beau jeu de jouer sur cette sorte de gémellité, qui en même temps est une symétrie, parce qu'ils sont des deux côtés de la barrière d'une certaine manière. Toujours est-il que Eliot Ness a décidé de se réinscrire à l'université pour étudier la criminologie, et avec le soutien de son beau-frère, il a pu entrer au bureau d'investigation en 1927, avec la casquette d'agent du Trésor et la mission donc de démanteler le réseau de distribution d'alcool clandestin de Capone. Les choses du reste vont pas traîner. Après quelques mois, Capone apprend que l'un de ses hommes de confiance, Jack Guzik, qu'on appelle pouce graisseux dans le milieu, trésorier chargé de blanchir de l'argent sale, vient d'être arrêté. Arrêté, mais par qui, demande Alphonse Capone. Par une brigade spéciale venue de Washington. Des fédéraux, interroge-t-il. Non, des inspecteurs des fraudes. Mais qu'est-ce qu'il reproche à Jake? Là, le balafré commence à perdre un peu son sang-froid. Ah, il lui reproche de fausses déclarations d'impôts. Aïe, aïe, aïe.
d'un seul coup, Capone comprend que la roue vient de tourner. Il le dira lui-même plus tard dans ses mémoires. Puisqu'il n'était pas possible de me piquer autrement, on allait essayer de me mettre dans le bain pour non-déclaration de somme honnêtement ou malhonnêtement gagnée. Et on apprend ainsi en novembre 1930 la condamnation du fameux pouce graisseux à une amende de plusieurs milliers de dollars et à 5 ans de pénitencier. Là, Capone ne se fait pas d'illusions. Il sait maintenant ce qui l'attend à l'issue des procédures qui sont engagées. Les gars, c'est fini, dit-il. Croyez-moi, le syndicat a vécu. Je vais être arrêté d'un moment à l'autre. Vous pouvez reprendre votre liberté. Et effectivement, quelques temps plus tard, le gangster va faire l'objet de plusieurs inculpations. Les actes d'accusation dressés contre lui comportent quelques 3680 pages dactylographiées, pour la plupart consacrées à ses activités illicites, contrebande d'alcool, attaque de camions à main armée, opération de raquettes, corruption de fonctionnaires, etc., etc. On n'en finirait plus. Mais les 200 dernières pages traitent d'évasion fiscale et constatent l'absence de déclaration de revenus effectuée dans les règles. Et ça, pour Al Capone, c'est une très mauvaise nouvelle. Il le sait, c'est ce dernier chef d'accusation, en apparence le plus léger, qui en vérité est le plus redoutable, parce que ce chef d'inculpation-là, il est vérifiable. Et la presse va titrer à l'époque « Les jours de Capone sont comptés ». Elle a raison, la presse, et Al Capone lui-même le sait bien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que dans les années 1920, Chicago avait tout pour présenter une base idéale pour la pègre. Il y avait une vieille tradition de non-respect de la loi dans cette partie du Midwest, avec un grand nombre par ailleurs de buveurs originaires d'Europe centrale, ce qui veut dire qu'il y avait une demande d'alcool colossale, un nœud ferroviaire considérable, une situation géographique proche du Canada qui facilitait non seulement la contrebande mais les exfiltrations éventuelles, et la ville était tenue par la mafia. Sauf qu'Al Capone, lui, n'est pas sicilien, vous l'aurez compris. Et ses rapports avec la mafia, d'ailleurs, ont constamment été compliqués. Il arrivera à contourner tout ça en ralliant la Unione Siciliana de Chicago. Il avait des hommes de paille qui servaient de lien. Aux yeux de certains, Capone incarne l'ultime réminiscence de l'ancien Far West, où le Colt tenait lieu d'argument. Mais disons-le, nous sommes là maintenant dans les années 1930 et c'est quelque chose de nouveau qui est en train de naître en Amérique. On refuse de plus en plus les massacres comme celui de la Saint-Valentin. L'opinion publique n'accepte plus cette violence endémique, même si, encore une fois, je vous ai dit, il y avait une part d'admiration pour la carrière d'Al Capone. Mais il y a aussi beaucoup d'exaspération pour le désordre qu'il y a derrière tout ça. Et derrière la contre-attaque de l'administration Hoover, c'est la domination de l'État fédéral sur l'ensemble du territoire américain qui s'affirme avec donc ce chevalier blanc qu'est Elliot Ness, propulsé par la presse au rang littéralement de héros national. La prohibition sera supprimée en 1933, juste après la chute d'Al Capone, comme si Washington avait du reste compris la leçon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jusqu'au bout, Capone va espérer trouver la parade. Il essaie de soudoyer les jurés, il tente l'intimidation, il se dit qu'il pourrait payer une forte amende, remonter jusqu'à la Cour suprême. Mais le 24 octobre 1931, à l'issue de débats qui ont été suivis par le pays tout entier, le verdict tombe. Ce seront 11 ans de pénitencier pour le balafré qui qui essaie de sortir du prétoire avec une espèce de sourire, mais qui est un sourire jaune en vérité. Il va aller croupir dans une cellule à Alcatraz, une des plus terribles prisons des États-Unis. Sa santé va se dégrader considérablement. Il sera libéré sur parole en 1939 et ce qu'il faut vous dire, c'est que ce gangster, le plus grand gangster de l'histoire, ne mourra qu'en 1947 d'une crise cardiaque. Il mourra entouré des siens dans sa splendide demeure de Palm Island à Miami. Vous écoutez Radio Classique.